Bien, je vais commencer par une petite récapitulation. À la fin de la semaine prochaine, ou à la fin du cours de la semaine prochaine, on a prouvé le lemme de switching, si j'ai le droit d'utiliser un mot anglais. Soit F, une application booléenne de n variables, calculée par une formule en FND de largeur au plus W, et soit epsilon un nombre réel positif, et soit ρ une restriction, ou une epsilon restriction aléatoire. Alors, la probabilité que f, la restriction de f par ρ n'est pas calculée par un arbre de décision de profondeur au plus t est au plus 10 epsilon w puissance d. Et c'est ça qu'on va utiliser maintenant. Et il y a deux autres choses que je devrais dire juste avant de commencer. La première chose, je vais vous rappeler que si une application peut être calculée par un arbre de décision de profondeur au plus d, on a montré que la même application peut être calculée par une formule en FND ou FNC, comme on veut, de largeur au plus d. C'était un lemme assez facile qu'on a eu la semaine dernière. La deuxième chose que je veux souligner est que une fois qu'on a ce lemme-là avec FND, on peut avoir le même lemme avec FNC. La seule chose qu'il faut faire, il faut prendre la négation. Si on a voilà, c'est la preuve habituelle. Si on a une application qui peut être calculée par une formule en FNC, la négation peut être calculée en FND, on applique le lemme de switching et on arrive à une conclusion symétrique. Et alors, je peux ajouter les mots ou FNC et la preuve est facile que les deux sont équivalents. Alors maintenant, c'est important ça parce qu'on va utiliser les deux. La dernière fois, vous avez précisé qu'epsilon devait être inférieur à 1,5. Ah oui, merci. Oui, ça va être le cas pour nous, mais ou on pourrait dire que si epsilon est plus qu'un sur 10, c'est vrai, mais oui, je vais ajouter ça. Juste pour... je ne comprends pas, dans la littérature, ils disent toujours que epsilon
est au plus, même si ce n'est pas vraiment nécessaire. Et donc j'ai suivi, je n'ai pas osé de ne pas le dire. Bien. Je pense que je vous ai déjà donné l'énoncé de ce théorème, mais la taille minimale d'un circuit de profondeur au plus d qui calcule la fonction parité est au moins n puissance c, désolé, 2 puissance c n puissance 1 sur d-1 ou je crois qu'on va obtenir 1 sur 40 pour C. Et maintenant, on peut le prouver. D'abord, je vous rappelle que on peut mettre le circuit dans une forme un peu plus... une forme stratifiée, où il y a des niveaux, et chaque niveau, tous les sommets sont des portes ou tous les sommets sont des portes et les niveaux alternent entre les deux. Alors, on peut supposer que le circuit est en forme stratifiée. Où les niveaux alternent entre les portes pour les niveaux et les niveaux ou. Et les portes non sont poussées jusqu'au fond. Peut-être je vais dessiner quelque chose. Voilà, sans perte de généralité, on peut supposer que la porte de la sortie est une porte E, mais ça, c'est pas du tout important. C'est juste pour avoir quelque chose que... Et voilà, et... et quelque chose comme ça. Et ici, j'ai les entrées. Qui sont des littéraux. Et les niveaux sont niveau 0, 1, 2, jusqu'à D-1 et D. Alors, supposons, parce que la preuve est
la même si les portes ici sont les portes et pas des portes ou, mais ça va être... supposons que les portes au niveau D-1 sont des portes ou. Alors, chaque porte, ou chaque sommet à ce niveau-là, calcule une formule en FND de largeur 1. Alors, parce que c'est un OU de litéro, et chaque litéro est une clause de taille 1. Alors, par le lemme de switching, avec epsilon égale 1 sur 20, la probabilité... Alors, il y a une chose que j'ai pas définie, mais je vais définir dans un moment. La probabilité qu'un sommet ne peut pas être calculé l'application par un arbre de décision de profondeur O plus D et O plus alors ici W égale 1, epsilon égale 1 sur 20, 2 puissance moins D. Soit c'est ce que soit M la taille du circuit, alors si je n'ai pas dit ça, mais après une epsilon restriction aléatoire. C'est très important, ce détail-là. Alors, juste pour le redire, je vais prendre une restriction aléatoire, une epsilon restriction aléatoire. Après la restriction, la probabilité pour un seul sommet que l'application à ce sommet ne peut pas être calculée par un arbre de décision de profondeur O plus D est O plus 2 puissance moins D. Alors si 2 puissance moins D est moins que 1 sur 2m, la probabilité qu'il existe un sommet à niveau D-1 qui ne peut pas être calculé est au plus
une moitié. Parce qu'il y a au plus m sommets à ce niveau-là. Et donc, j'ai 2 puissance moins d multiplié par m. Je peux avoir une inégalité comme ça. Et une autre chose, et voici un détail que je ne veux pas... Je vais juste le dire sans vous donner des calculs très standards. La probabilité que le nombre d'astérisques après la restriction est au plus, est au moins, je veux dire. Alors, l'espérance du nombre d'astérisques est epsilon n, c'est-à-dire n sur 20. Et il y a des estimations très standards pour la distribution binôme qui nous disent est au moins n divisé par 40, par exemple. Je suppose tout le temps que n soit suffisamment grand et beaucoup plus grand qu'une moitié, mais plus grand qu'une moitié suffit. Donc, il existe une restriction ρ telle que chaque sommet peut être calculé, toujours, je veux dire, par un arbre de décision, etc. Et le nombre de variables qui restent à choisir est au moins n sur 40. Et maintenant, chaque sommet peut être calculé aussi maintenant par une formule en FNC. On avait des formules en FND, mais après la restriction, c'est-à-dire je vais maintenant pour souligner que c'est après la restriction. Chaque sommet peut être calculé par une formule en FNC de largeur au plus le D qu'on a choisi. C'est un peu dommage que j'ai utilisé la même lettre D, mais je n'ai pas écrit D ici. Alors, la largeur de... Ah si, je l'ai utilisé 2 fois, je suis désolé. Mais on va prendre D égale le logarithme à la base 2 de 2m au plus ça. Je vais arrêter d'écrire D. Peut-être juste pour je vais mettre des primes juste pour voilà. Et une fois qu'on réécrit
ces portes-là, on forme... on peut... Juste au-dessus, on a des portes. Et, alors, après avoir réécrit tous ces sommets-là, on forme FNC de largeur au plus le logarithme de 2m. On peut les combiner avec le niveau d'en haut. Et alors, maintenant, on peut remplacer le circuit par un circuit de profondeur. Ici, il faut faire un peu attention. Ici, on a, après le switching, on a un niveau ici de formule en FNC. Et alors, on a toujours des niveaux. On n'a pas perdu un niveau, mais on a gagné quelque chose. D, pour lequel, ou dans lequel le sommet au niveau D-2 sont calculés par des formules en FNC de largeur au plus le logarithme de 2m. Et c'est cette largeur qui est la chose importante ici. Avant, on n'avait pas... On avait des formules en FNC, mais on n'avait aucune information sur la largeur des formules FNC. Maintenant, on a cette information, et c'est ça qu'on a gagné. Et maintenant, on peut... Alors, cette étape-là de la preuve était un peu spéciale. Et maintenant, l'étape typique est la suivante. Alors maintenant, soit epsilon égale, alors notre nouveau D' et cette largeur-là. Et donc, je vais prendre epsilon. C'est un peu dommage que je viens d'effacer le lemme de switching. Mais 1 sur 20 fois le logarithme de 2m. Et si on prend une epsilon restriction aléatoire, ρ, la probabilité que... Alors, peut-être je ne vais pas réécrire tout. On peut répéter l'argument, juste comme avant, et la conclusion est que
la probabilité qu'il existe un sommet au niveau T-2 qui n'est pas calculé par une formule en FND de largeur au plus la même chose. Est au plus la moitié. Et également la probabilité que le nombre d'astérisques est au moins 1 sur... alors, on avait déjà le 40 là, et maintenant l'espérance, il faut diviser par 20 fois. Alors, si je divise par 2 fois, ou multiplie par epsilon sur 2, et moins qu'une moitié. Et donc, il existe une restriction telle que pour chaque sommet à niveau D-2, je peux le remplacer par une formule en FND de largeur au plus le logarithme de 2m. La seule chose qui a changé, à part avant c'était les formules en FND, maintenant on a des formules en FNC qui sont changées, et on a pris un epsilon un peu plus petit, mais on a choisi epsilon tel que 10 fois epsilon fois W égale une moitié. Et donc, c'est pour ça qu'on arrive aux même largeur qu'avant. Mais la seule chose qui a changé est qu'il a fallu perdre plus de variables. On est arrivé à la première étape, on a divisé par 40, et maintenant on a divisé par un peu plus. Et après, alors qu'est-ce qu'on a fait maintenant? On a remplacé ces sommets-là par des formules en FND de largeur au plus le logarithme de 2m, et on peut les absorber dans le niveau supérieur, et on arrive à une formule maintenant de niveau D-1, un circuit et maintenant on peut absorber le niveau T-2 dans le niveau T-3 et on arrive à un circuit de profondeur D-1 dont
le niveau T-3 consiste des sommets calculés par des formules en FND, je crois, oui, de largeur au plus le logarithme de 2m. J'avais une question sur l'estimation de la probabilité que le nombre d'arêtes soit plus grand que quelque chose. En fait, ici, sur le tableau là-bas, vous avez dit que vous vouliez que cette probabilité soit strictement plus grande qu'un demi. Et en fait, ici, c'est strictement plus petit qu'un demi. Est-ce que ça serait strictement plus grand aussi? Ah oui, merci. Oui, c'est absolument ce que je voulais dire. Donc, les étoiles, c'est les variables qui ne sont pas encore déterminées par. C'est ça, oui. Donc, on veut qu'à la fin de la preuve, il soit pas mal de variables qui restent à être choisies. Et pour ça, parce que c'est la fonction parité, on le verra tout de suite. C'est là où on arrive à une contradiction. Et du coup, est-ce qu'il faut aussi un contrôle de... Parce que là, vous avez estimé la probabilité de manière séparée, là, pour la probabilité qu'un sommet ne puisse pas être calculé, et puis la probabilité sur le nombre d'étoiles, mais il faut aussi s'assurer qu'il y a l'indépendance pour que... Non, parce que si la probabilité qu'il existe est au plus la moitié, et ici on a la probabilité... Ça c'est l'événement, le mauvais événement. Le mauvais événement ici a une probabilité strictement moins que une moitié. Et donc, il existe, c'est tout ce qu'il faut, il existe une restriction où j'ai les deux bons événements. J'ai pas écrit ça, j'aurais peut-être dû... J'ai écrit une chose un peu comme ça là-bas. Alors, il existe ρ tel que blablabla, tel que les deux. Et le nombre d'astérisques est au plus. Est au moins, je dis. N sur 40. Et maintenant, on répète. Et à la fin, on arrive à une seule formule alors on continue à absorber jusqu'à ce qu'on arrive en haut. En FNC ou FND. Donc, ici, ce serait en FNC, mais de largeur au moins de largeur au plus le logarithme de 2m et le nombre de variables
qui reste est au moins n divisé par 40. Et ici, on a 40, le logarithme de 2m puissance d-2. Parce que on a commencé avec d-2. Alors, il y a d-2 étapes avant d'arriver à ce sommet-là. Mais l'application calculée par la formule et la parité ou la négation de la parité des variables qui restent. Et maintenant, il faut réfléchir un tout petit peu. Si on a une formule de largeur au plus le logarithme de 2m, ça implique qu'il est possible qu'en sachant que ce nombre-là de variables, on peut déterminer la valeur de la formule. Par exemple, si c'est une formule en fnd, si une des clauses est satisfaite, on sait que la formule est satisfaite. Donc il est possible que ce nombre de variables-là suffit pour déterminer la valeur de la fonction. Mais si le nombre de variables qui restent est plus grand que ça, on ne peut pas déterminer la valeur de cette application-là. Et donc on arrive à l'inégalité. Cela implique que n divisé par 40, le logarithme de 2m puissance d-2 est moins grand que le logarithme de 2m. Juste pour justifier ça sur le tableau noir, parce que la parité de R variable n'est jamais déterminée par les valeurs de moins de R variable. Mais si on a une formule de largeur moins de R, ça peut être déterminé. Et maintenant, si on fait un tout petit peu d'algèbre, et alors et voilà. Ce n'est pas exactement ce que j'ai dit, parce qu'il y a cette moitié-là, mais on peut changer
si n est suffisamment grand, on peut changer le 1 sur 40. Et on arrive à la borne qui a été constatée dans le théorème. Mais je veux, même si cette preuve-là a l'air un tout petit peu compliquée, c'est pas vraiment. La vraie complication était la semaine dernière, où j'ai prouvé le lemme de switching. Une fois qu'on a le lemme, c'est juste l'idée qu'on peut remplacer les formules en FNC par les formules en FND et les formules en FND par les formules en FNC. C'est l'idée, en gros, on fait des calculs pour arriver à la borne. Mais l'idée est assez simple, une fois qu'on a le lemme de switching. Et maintenant, je vais commencer. Je crois que je ne vais pas le finir aujourd'hui, mais un nouveau théorème dont j'ai parlé un tout petit peu. Comme j'ai dit, on ne sait presque rien sur les bornes inférieures pour la taille d'un circuit qu'il faut pour calculer une application explicite. Mais si on prend les restrictions sur les circuits, si on impose des propriétés comme par exemple être de profondeur au plus d, on a des résultats assez intéressants. Et la restriction que je vais... Ça n'a rien à voir avec des restrictions aléatoires là. La restriction sur les circuits que je vais imposer maintenant, c'est que le circuit soit monotone, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de porte non. Il n'y a que des portes et ou. Et bien sûr, si on a un circuit monotone, il ne peut calculer que une application monotone, c'est-à-dire une application où si on change un 0 à un 1, la valeur de l'application doit augmenter. On ne peut pas passer de 1 à 0. Mais il y a plein d'applications comme ça. Par exemple, l'application qu'on va considérer aujourd'hui, la question, on a un graphe, est-ce que le graphe contient une clique de M sommet? C'est un problème classique NP complet. Et on va voir qu'il n'y a pas un circuit, de la taille minimale d'un circuit qui calcule cette application-là est exponentielle. C'est-à-dire, on va montrer une borne inférieure très puissante pour la taille des circuits monotones pour cette application-là. Mais je vais commencer par parler un peu plus généralement de la méthode qu'on va utiliser. Je devrais dire que la preuve est d'un des grands noms de ce domaine, Sasha Razborov, ou plus précisément, c'est lui qui a prouvé une borne inférieure plus grande que polynomiale. Mais la version de sa preuve qui nous donne une borne exponentielle
C'est dû à Noga Alon et Ravi Bopanna. Un peu plus tard. C'est quoi l'idée? C'est une idée que je trouve très belle. Si on a une application qui peut être calculée par un circuit monotone de taille m, on a un calcul straight line, comme j'ai dit avant, soit f une une application monotone calculée par un circuit monotone de taille m et soit A l'ensemble de x tel que f de x égale 1. Et alors, comme j'ai expliqué il y a 2 semaines, peut-être, oui. Alors, il existe une suite d'ensembles ou de sous-ensembles A1 jusqu'à AM de 0,1 puissance n, tel que AM égale A et chaque AR est EI égale l'ensemble de x tel que xi égale 1 ou AS union AT pour ou AS intersection AT. Il n'y a pas de complément parce que c'est un circuit monotone. Et maintenant, je vais définir quelque chose qui s'appelle un treillis légitime qu'on va utiliser pour les approximations dont j'ai parlé dans le titre de cette partie. Est une collection L, c'est pour lattice en anglais, mais si je n'écris pas L, je vais avoir des problèmes. Une collection L de sous-ensembles de 0,1 puissance n
et deux opérations binaires un qui est un peu comme l'intersection et l'autre un peu comme l'union. Ça, je ne sais pas les mots en français, un meet and a join, mais c'est... Et tel que 1, EI est un élément de L pour tout I, 2, A, si A, B sont des éléments de L, alors A intersection carré B est un sous-ensemble de A intersection B et A union B et contient A. Voilà, on a cette... Et en gros, l'idée de la preuve est de trouver, d'une façon pas du tout évidente, trouver un treillis légitime. L'idée est que les ensembles dans le treillis légitime sont assez simples. Je ne sais pas exactement, il y a une propriété de simplicité, mais quand même, les opérations ici sont suffisamment similaires aux opérations de l'intersection, de vraie intersection et de la vraie intersection et union, que après une suite comme ça, si on fait les mêmes opérations dans le treillis ou des opérations correspondantes dans le treillis légitime, on arrive à un ensemble AM tilde qui est pas loin de AM. Et si on peut en même temps montrer que cette application, cet ensemble A est loin de tous les ensembles dans L, on aura une contradiction. En gros, c'est l'idée. On peut approximer un ensemble qui peut être calculé comme ça par un ensemble qui est trop simple pour être même proche à l'ensemble qu'on veut calculer. C'est une simplification. La réalité est un peu plus compliquée que ce que je viens de dire. Mais je crois que je vais, juste avant la pause, je vais vous donner un lemme qui nous aide à préciser ce que je viens de dire. Si A, B sont des éléments de L, soit delta comme ça, AB égale l'erreur. En gros, l'erreur qu'on va introduire quand on utilise cette opération. Et également l'erreur pour les unions
égale la différence entre ces deux ensembles-là. Et maintenant, le lemme qui va nous donner la stratégie de la preuve. Un calcul straight line de A. Dans ce sens-là, on prend des unions ou des intersections. Et soit A1, A2, AM, le calcul qui correspond au correspondant dans L. Et c'est-à-dire si AI égale EJ, alors AI égale EJ aussi. Et si AR égale AS, alors AR chapeau comme ça. Alors on fait une petite imitation du calcul dans L. Pour tout R, si AR égale AS intersection AT, soit CR égale AS AT moins AS. J'ai déjà défini ça, donc je vais et dr égale l'ensemble vide. Et la même chose pour les unions. Et si AR égale AS union AT, soit CR égale l'ensemble vide et DR égale alors, il faut juste penser, ce sont des erreurs qu'on a introduites. Et maintenant, la conclusion. Et alors, AM, je n'ai pas dit, mais je crois que c'est évident, si AR égale EJ pour un J, alors CR et DR sont vides. Il n'y a pas de besoin des erreurs. Alors,
AM moins AM. Alors, je vais commencer par l'autre direction. Et contenu un sous-ensemble de l'union des erreurs de type C et j'espère que c'est dans le bon sens et on va bientôt voir. Alors, on va essayer de choisir L tel que ces ensembles-là ne soient pas trop grands. Et pour ça, on aura une bonne approximation ici. C'est en gros l'idée. Et la preuve est un exercice dans la théorie des ensembles, dans la théorie naïve des ensembles, mais un tout petit peu compliqué, alors je vais le faire. Je ne vais pas le laisser comme exercice. Oui, peut-être je peux... Ouais, peut-être je peux donner la preuve après la pause. Et donc, je vais recommencer à 11h06 avec la preuve de ce lemme clé, mais pas trop difficile. Bien. Il y a 4 cas. Il y a 2 cas, mais il y a 2 choses à vérifier. Donc, je vais faire que 2 parce que les 2 autres sont assez similaires. Alors, si AM, alors je vais le prouver par récurrence. Et quand on commence avec un EJ, c'est trivial. Et donc, si AM égale AR intersection AS, alors AM moins AM tilde égale AR intersection AS moins AR tilde opération AS tilde. Et maintenant, je vais utiliser quelque chose qui ressemble à l'inégalité triangulaire. AR intersection AS moins... Ah non, pas encore, je vais le faire après, mais je vais juste remplacer... Ah non, c'est ce que je vais faire. C'est AR intersection AS union AR intersection AS tilde moins AR tilde opération AS tilde. Alors, l'inégalité triangulaire A moins B est contenue dans A moins C union C moins B. Est contenue dans AR moins
AR tilde union AS moins AS tilde union. Et là, on a la définition de AR AS, qui est par définition C de M égale au, par récurrence, union C de M et alors on arrive à la conclusion. Cette ligne-là est plus facile. AM tilde moins AM égale AR tilde AS tilde moins AR AS. Mais puisque qu'on a un trait légitime, c'est un sous-ensemble de la vraie intersection des deux ensembles tilde. Et par récurrence, on a ça, qui est un sous-ensemble de ce qu'on veut. Et si AM égale AR union AS, la preuve est similaire. Et maintenant, ça c'est la stratégie en gros. On va essayer de trouver un trait illégitime qu'on peut utiliser, qu'on pourra utiliser. Mais maintenant c'est la partie. Ça, je crois qu'on pourrait imaginer avoir une idée un peu comme ça pour prouver le théorème. Mais la définition de L est vraiment pas du tout évident et tout marche. J'ai beaucoup réfléchi et je crois que maintenant je comprends assez bien, mais pas parfaitement, comment Rasbarov a réussi à trouver cette preuve. Mais quand on la voit pour la première fois, c'est un peu magique et un peu bizarre. Pas trop motivé, si vous avez vu mon séminaire de la semaine dernière. Mais voilà, je vais vous donner une définition pas du tout motivée, qui va être, j'espère, un peu motivée par ce qui suit. On verra. Ouais. Alors,
je vais prendre deux entiers entre 1 et n. Si A1 jusqu'à AK sont des sous-ensembles de 1 jusqu'à n, AI, un élément de n au plus L, qui est par définition ça c'est juste une notation pour l'ensemble des ensembles de taille au plus L. Parce que j'aurai besoin de cet ensemble. On dit que A1 jusqu'à AK implique aussi j'ai besoin d'un ensemble A. Implique A si et A aussi à taille au plus L, si AI intersection AJ est un sous-ensemble de A pour tout I et J distinctes. Quelque chose que je n'ai pas dit, parce que je ne veux pas le dire, je n'ai pas dit que les ensembles A1 jusqu'à AK sont distincts. Ils peuvent être... il peut y avoir des... Il est possible que AI égale AJ, et donc dans ce cas-là, il faut que AI soit un sous-ensemble de A. Et un sous-ensemble A de n au plus L et K clos, si ce qu'on imaginerait, A1 à K dans A, A1 à K implique A, implique A et dans A. Dans ce cas-là, on a une opération K-ARI, TK, c'est ça. Et c'est, on prend la clôture. Je vais dire ça aussi. La clôture d'un ensemble. La clôture A astérisque d'un ensemble et l'ensemble clos de plus petit qui contient A, ou si vous préférez, c'est l'intersection de tous les ensembles clos qui contiennent A. Ou c'est l'ensemble qu'on obtient si on commence avec A et on utilise cette opération-là pour engendrer beaucoup d'autres ensembles.
Alors maintenant, alors je n'ai pas fini. Si A est un ensemble clos, je pense que je vais recommencer ici. Soit A comme ça, l'ensemble de graphes avec les sommets 1 jusqu'à n, pour les graphes G, tel que G contient KA, où KA est la clique dont l'ensemble de sommets est A. Pour un A dans A. Alors, A nous donne un ensemble de sommets. Si un graphe contient un clique dont l'ensemble de sommets est un membre de A, alors G est un graphe dans cet ensemble-là. Il y a quelque chose que j'aurais dû dire là-bas. Il y a une petite convention qui est utile, que je peux expliquer maintenant que j'ai donné cette définition-là. Convention, si A contient un singleton, un ensemble de taille 1, on dit que la clôture de A égale tout. Ça a l'air un peu artificiel, mais c'est pas du tout artificiel, c'est assez naturel parce que un clique à un sommet ne contient aucune arête. Et donc, une clique à un sommet est la même chose qu'une clique à 0 sommet. Et donc, si A contient un singleton, on peut, ce qui nous intéresse, c'est les cliques. Alors, on peut dire que si on contient un singleton, alors on contient l'ensemble vide. Si on contient l'ensemble vide, on peut même mettre l'ensemble vide ici, et alors tout ensemble doit être dans la clôture. Alors c'est pour cette raison-là que c'est vraiment utile de dire ça, et ça va jouer un rôle dans la preuve. Ce n'est pas juste une petite remarque. On va vraiment utiliser cette convention. Quoi d'autre? Bien. Maintenant, je vous ai donné les membres de L. Les membres de L vont être ces ensembles-là pour les ensembles A qui sont clos. Mais il faut aussi définir des opérations. Alors, L consiste des ensembles A tels que
A est clos. Et on peut deviner les opérations, ce n'est pas trop difficile. Et A qu'est-ce que je vais écrire ici? Je veux quelque chose qui ressemble le plus possible à la vraie intersection. Donc c'est juste parce que j'ai de la chance, l'intersection de deux ensembles clos est un ensemble clos. Pour les unions, c'est un peu plus compliqué parce que je ne peux pas écrire ça parce que l'union de deux ensembles clos ne doit pas être clos, mais je fais la chose la plus évidente. Je prends la clôture dedans et c'est la chose minimale que je peux faire pour avoir quelque chose qui... Voilà. Et remarquablement, cette définition va marcher. Il est vraiment le cas qu'à la fin de la preuve, on voit mieux pourquoi cette définition est une bonne définition. Et ce qu'on va essayer de faire maintenant est de mieux comprendre ces erreurs et un lemme qui va être très utile pour ça est le suivant. On prend un ensemble clos. J'ai pas... Il y a toujours un paramètre K qu'on va choisir. Donc, quand j'ai dit A est clos, je veux dire A est K clos pour un K qu'on va choisir. Ici, je vais être un peu plus explicite. Un ensemble K clos, parce que la borne que je vais obtenir dépend de K. Alors, le nombre d'éléments minimaux de A de taille R est au plus K-1 puissance R. Aussi, j'aurais dû dire K plus grand que 2. Alors, je vais commencer avec le cas où K égale 2. Si K égale 2 et A
et B sont deux ensembles de taille A. Alors, A et B impliquent leur intersection. Et donc, si A et B sont minimaux, alors A égale B. Et donc, on arrive à la borne 1 puissance R égale 1. Maintenant, soit A0, un élément de A, et pour tout sous-ensemble C de A0, soit AC, l'ensemble de A moins A0, ça va être l'ensemble de... On va partitionner A selon l'intersection avec A0, c'est-à-dire A intersection A0 égale C. Maintenant, je vais montrer que AC est K-1 clos. Si A1 jusqu'à A, K-1 sont des éléments de A, et A1 sont des éléments de AC, et si ces ensembles-là impliquent B, je n'ai pas dit ça, mais où l'intersection de B et A0 est vide. Alors, on voit facilement que A0, A1 jusqu'à A, K-1 implique B union C. Pourquoi? Parce que si I et J sont tous les deux plus grands que 0, on a que AI moins A0 et AJ moins A0 sont des sous-ensembles de B, et donc si on ajoute C, on a que AI intersection AJ est un sous-ensemble de B union C. Et si on prend A0, l'intersection de A0 avec tous ces ensembles-là égale C, qui est un sous-ensemble de B union C. Donc on a ça. Et donc, B est un élément de AC. Alors, A, C et K-1 clos. Et par récurrence,
le nombre d'éléments minimaux de AC de taille R moins C est au plus K moins 2 puissance R moins C. Et ça nous donne une borne parce que tout ensemble doit avoir une intersection avec A0. Ça suit que le nombre d'éléments minimaux c'est quelque chose que je n'ai pas dit. Si j'ai un élément minimal de A, son intersection ça va être une intersection avec C avec A0 et cet ensemble, quand j'enlève C, doit être minimal dans AC. Voilà. C'est pour ça que de A de taille R est au plus la somme sur tout sous-ensemble C de A0 K-2 puissance R moins C égale la somme T égale 1 jusqu'à R R T K-2 R T égale K-1 puissance R par la formule binôme. Alors c'est une récurrence un tout petit peu plus compliquée que d'habitude, mais pas trop. Et on peut montrer que cette borne-là est exacte, c'est-à-dire il existe des exemples. Alors maintenant, on va avoir... Quand c'était... Non, je me posais la question si dans la somme, là, ça commençait pas à t égale 0. Ah, pardon, oui. C'est exactement... Oui, oui. Je crois que... Il y a quelque chose comme ça, je vais peut-être changer cette partie-là, mais alors... soit contient toutes les cliques de taille M,
soit il contient au plus la moitié des clics de taille M. Et si A, c'est ici qu'on va utiliser la convention dont j'ai parlé avant, si A contient un singleton, alors contient A est tout de n au plus L, alors A contient toutes les cliques de taille M. Sinon, le nombre de clics de taille M dans A est au plus. Alors je vais utiliser le fait que chaque clic dans A, l'ensemble de sommets doit contenir un élément minimal de A, forcément. Et au plus, la somme R égale 2 jusqu'à L, parce qu'il n'y a pas d'élément de taille 1 ou 0 dans A, et c'est crucial ça. Alors, le nombre d'éléments minimal, qui est k-1 puissance R au plus, multiplié par le nombre d'ensembles de taille M qui contient un ensemble donné de taille R. C'est-à-dire, si je vous donne un ensemble de taille R et vous devez choisir un ensemble de taille M qui contient cet ensemble, vous avez, il vous reste il y a n-r éléments et le nombre d'éléments qu'il faut choisir est m-r. Donc c'est m-r parmi n-r. Et si j'utilise l'inégalité, ou j'utilise le fait que n-1, ou m-1 parmi n-1 égale m sur n, m parmi n, je peux borner ça par k-1 puissance r m sur n puissance r m parmi n. Et c'est pour ça que j'avais besoin d'une borne de cette borne-là, parce que maintenant, si j'utilisais ça, c'est au plus 2 puissance moins r. Et c'est prouvé. Et un
deuxième corollaire. Qui est un tout petit peu étrange, mais correct. Et avec la même borne de alors la taille de le nombre de clics, je veux dire, de taille m dans l'ensemble égal j'ai pas fini ma phrase. Est au plus 2 fois 2 puissance moins L sur 2. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous. On veut montrer que ces ensembles d'erreurs sont, dans un certain sens, petits. Et le sens dans lequel ces ensembles sont petits est ce sens-là. Le nombre de clics de je multiplié par n, m parmi n, bien sûr. La proportion de clics est petite, mais si on a alors si on met les deux corollaires ensemble, on voit que soit on a toutes les clics, soit il reste beaucoup de clics. Et dans le deuxième cas, il faut utiliser beaucoup d'ensembles d'erreurs pour arriver à toutes les clics. Et donc, c'est pour ça que ce lemme, l'intérêt de ce lemme est assez clair. Si KA est une clique qui appartient à non, je vais dire K F mais KF n'appartient pas à au début, ça a l'air impossible, parce que mais c'est possible. Et c'est pour ça que je trouve que cette partie de l'argument est un peu étrange. Mais comment... alors, il existe A dans A et B dans B, tel que A est un sous-ensemble de F et B est un sous-ensemble de F, ou également, c'est-à-dire l'union est un sous-ensemble de F. Mais on dirait que l'union, parce que on a toujours que si A
est un sous-ensemble de B, que si A est un sous-ensemble de C, disons, que on a cette relation-là. Donc, on aurait pensé que que l'union de A et B va être un élément de A et de B, et donc de l'intersection de A et B. Et donc, il n'y a pas de... C'est quoi le problème avec cet argument? C'est que les éléments de A et de B doivent avoir... La taille des éléments doit être au plus L. Alors, il y a une possibilité que cet ensemble-là soit trop grand pour être un élément de A ou de B. Et c'est... pour que A union B ne soit pas un élément de A intersection B, il faut que A union B est plus grand que L, et alors que A est plus grand que L sur 2 ou B est plus grand que L sur 2. Et maintenant, on a un calcul très similaire au calcul que j'ai fait dans le corollaire précédent. Donc, le nombre de clics de taille M dans est au plus 2, parce qu'il y a deux cas là, 2 fois la somme R plus grand que L sur 2 K-1 M sur N R M parmi N et ça nous donne la borne qu'on veut. Je crois que je n'ai pas le temps pour le prochain lemme, mais je vais juste dire quelque chose pour l'introduire. Alors, pour les ensembles d'erreurs de ce type-là, je veux dire qu'un ensemble là est petit parce qu'il ne peut pas contenir beaucoup de clics de taille M. Mais pour les ensembles de type de ce type-là, on va montrer que le sens dans lequel ces ensembles-là sont petits est un peu différent. On va utiliser une classe de graphes qui ne contiennent pas de clics de taille M. Et ces graphes-là vont être les graphes M-1 partie, les graphes M-1 partie complets, c'est-à-dire on a M partie comme ça, M-1 partie, et on a toutes les arêtes entre les parties,
et aucune arête dans une partie. Et clairement, par le principe de tiroir, un tel graphe ne contient pas une clique de taille m. Et on va montrer que chaque ensemble comme ça ne contient pas beaucoup de graphes m-1 parties complets. Mais si on a on va utiliser en plus le fait que et donc oui, il faut que si on veut l'application qui nous dit si un graphe contient un clic de taille m, il faut que pour chaque clic de taille m, l'évaluation de cette application doit être 1. Et pour chaque graphe complet m-1 partie, on doit avoir un 0. Et donc, et il y a une manière de penser de ces graphes-là. On va utiliser un argument probabiliste. Et donc, on va prendre un graphe m-1 partie aléatoire, complet aléatoire. Et pour déterminer un graphe aléatoire, il faut juste, comme ça, il faut juste dire ce qui sont les ensembles-là. Et c'est-à-dire, on doit trouver une coloration de m-1 couleurs des éléments de 1 jusqu'à n. Et donc on va prouver un lemme la semaine prochaine qui va dire quelque chose comme ça, que chaque fois qu'on ajoute un élément, si on a quelques éléments A à K, et on ajoute un élément A, et si on sait que... On dit que un ensemble est proprement coloré si tous ces éléments ont des couleurs différentes. Et la probabilité que A est proprement coloré et les autres ne sont pas proprement colorés est très petit. Ça va nous dire, j'expliquerai plus précisément la semaine prochaine, ça va nous donner le fait que le nombre de graphes m-1 partie complet dans un tel ensemble est très petit, et après on va mettre tout ensemble pour arriver à le résultat que la borne est exponentielle. On n'est pas loin de la fin de la preuve, mais je crois que j'aurai besoin quand même d'1 heure. Et malheureusement, ça veut dire que j'aurai pas le temps, je crois, pour le dernier résultat que j'allais présenter sur les preuves naturelles. Mais je vais le faire l'année prochaine. Si c'est vrai. Mais j'ai quelque chose d'autre que je peux présenter dans 1 heure facilement. Mais peut-être maintenant, je devrais m'arrêter. Alors, à la semaine prochaine.